Bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 octobre. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et nous saluons déjà celles qui sont reliés à nous à travers nos différentes plateformes et ceux qui veulent d'ailleurs aussi se joindre à nous à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, mais à travers aussi Instagram. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir. C'est l'équipe du Dialogue avec qui vous reçoit aujourd'hui. Nous avons notamment dans l'équipe, celle que vous connaissez déjà très bien, c'est Patricia Temouni. Bonsoir Patricia, tu as un grand sourire aujourd'hui. Hein. Bonsoir Père Jean-Pierre. Voilà. Je suis là, c'est pour ça. Voilà, alors c'est bien de t'avoir encore avec nous et nous serons aussi avec un autre là qui va un peu, on va tirer sur lui, hein, mais malheureusement, il y a un petit souci, je crois, technique, et il va se joindre à nous d'un moment à l'autre. C'est Yves Cacha depuis l'Espagne qui sera avec nous. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans les annonces et l'affiche, nous allons recevoir monsieur... vous allez le voir tout de suite là, c'est Monsieur Maoumba Mabiala. Bonsoir, Monsieur Maoumba Mabiala. Bonsoir, révérend Père Jean-Pierre. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'équipe du Dialogue avec qui va vous recevoir aujourd'hui. Il y a notamment Madame Patricia, qui est aussi co-présentatrice et qui sera avec nous. Et il y a aussi un autre qui s'est joué à nous maintenant depuis l'Espagne, c'est M. Yves Cacha. Alors, bonsoir Yves, comment tu vas? Alors, Yves doit avoir des petits soucis de connexion aujourd'hui, on ne sait pas. Même en Espagne, il y a des petits soucis depuis déjà la fois passée. Alors, pas de problème. Alors, Yves, vous m'entendez là? Il a un petit souci, nous allons le récupérer après. Alors, d'abord, nous donnons peut-être 30 secondes à M. Mabiala de saluer aussi et surtout nos téléspectateurs, les gens qui vont nous suivre à travers les différents réseaux, hein, à travers YouTube, comme j'avais dit, à travers Facebook, à travers aussi Twitter et à travers Instagram. Un petit mot juste pour les saluer. Bien, bonsoir. Et d'abord, vous remercier de m'avoir invité. Et ensuite, effectivement, c'est un plaisir pour moi de saluer tous les auditeurs, téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Alors, merci beaucoup, monsieur Maoumba Mabiala. Donc, on va faire le cours, on va prendre Mabiala, c'est plus facile. Pas, même, je crois que même pour, elle est en train de rire, même aussi pour Patricia, puisque sinon, elle aura un peu de difficultés pour commencer avec Maoumba Mabiala. Alors, on va. Mabiala, c'est plus simple. Mabiala, c'est plus court. C'est plus court et c'est plus cool. Alors, monsieur Mabiala, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et c'est notre honneur aussi, puisque vous êtes quand même une personnalité de votre pays, la République démocratique du Congo. Ce que nous voulons un peu, c'est de vous laisser parler, de nous parler d'abord de votre parcours. Quand on parle de parcours, bon, il est long, tel qu'on a vu dans votre CV. Commencez-nous par nous parler un peu de votre formation, de votre éducation, donc où est-ce que vous avez fait l'école secondaire et puis les études universitaires avant de poursuivre. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans les détails, je dois préciser que je suis présentement à la retraite. J'ai 67 ans et donc c'est au bout d'un long parcours que j'ai pris ma retraite. Et mon dernier poste, c'était le poste de directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Paris. Alors, c'était le couronnement de ma carrière en quelque sorte.
Ah, oui, oui, peut-être, comme je l'ai dit, c'est mieux, bon, c'est de commencer d'une manière peut-être chronologique, hein, d'abord la Oui, oui, formation. j'y arrive, j'y Voilà, arrive. Mais je voilà. dis, c'est Merci. l'aboutissement d'une longue carrière qui a commencé il y a bien longtemps, comme vous pouvez imaginer. Je suis né dans le Congo central, précisément à Lele Sundi, qui est un village dans le territoire de Tchela, dans le Mayom. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires à Lukula, euh, particulièrement les études secondaires au collège de Lukula, qui était un collège réputé, qui était dirigé par des scotistes. À l'époque, c'était une des meilleures écoles de la République. Et je suis particulièrement fier de le dire parce que je suis redevable au père scotiste et je suis redevable à tous mes professeurs qui m'ont donné une formation solide dont je suis fier et que je continue d'utiliser jusqu'à présent. Donc, j'ai suivi des humanités littéraires, latin, philosophie, et à l'issue de mes études secondaires, je me suis inscrit euh, à l'Institut des sciences et techniques de l'information, ici, qui s'appelle aujourd'hui Université des sciences de l'information et de la communication, qui était récemment appelée IFASIC. La formation à l'IFASIC prévoyait à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, un cours commun de 3 ans en journalisme. Donc, je pourrais dire que j'ai eu mon premier diplôme universitaire en journalisme. Et à l'issue de ce premier cycle, les étudiants avaient le choix soit de continuer en journalisme et de se spécialiser selon certaines filières, politique internationale, politique intérieure, économie, etc., ou de se spécialiser en communication organisationnelle, à l'époque qu'on appelait relations publiques. Et moi, je me suis spécialisé au niveau de la licence en relations publiques. Et c'est à l'issue de mes 5 ans de formation que j'avais été retenu assistant chargé d'enseignement et de recherche. Et donc, mes premières expériences professionnelles, je les ai eues, si vous voulez, je les ai eues, mes premières expériences comme assistant chargé de formation et de recherche. 5 ans après avoir été recruté par l'ISTI à l'époque, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse du gouvernement canadien, une bourse de la francophonie. Je précise, en fait, c'est une bourse que le gouvernement canadien avait mis à la disposition des ressortissants des pays francophones. C'est pour cela qu'on appelait ça bourse de la francophonie. Et grâce à cette bourse, je suis allé au Canada pour faire un master en communication pour le développement. Et je fais également des études en sciences de l'éducation avec une spécialisation en andragogie, c'est-à-dire la partie des sciences de l'éducation qui s'occupe de l'éducation des adultes. Et donc, c'est à l'issue de mes études en sciences de la communication pour le développement et en andragogie à l'Université de Montréal que j'ai été recruté par les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour travailler à Port-au-Prince, Haïti, où je devais diriger un projet d'alphabétisation des adultes. Et l'idée était d'apprendre aux adultes à lire et à écrire, mais aussi à apprendre un certain nombre de connaissances et de compétences qui devaient leur permettre de mieux s'occuper de leurs enfants. Parce que vous savez... Alors, si j'ai bien compris, là, vous êtes déjà au niveau professionnel, vous avez fini les études, vous avez commencé d'abord par votre formation au niveau du pays, l'école secondaire, et puis vous avez fait, à l'époque, c'était l'ISTI, et puis FASIC, et puis maintenant, c'est l'université Tatatan, et voilà. Et puis, vous êtes allé au Canada pour... vous avez abandonné la communication un peu directement, et puis vous êtes allé faire les sciences de l'éducation, et vous avez déjà presque
entamer la deuxième partie qui est la partie un peu plus professionnelle. Bon, je peux apporter une précision? Voilà, oui, allez-y, oui. J'aime bien quand vous dites j'ai abandonné la communication. En réalité, depuis le début que j'avais commencé, j'ai toujours pensé que les sciences de l'information et de la communication devaient avoir un but important qui est d'éduquer la population. Oui, évidemment, jusqu'au présent encore. Hein. Exactement. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai découvert les sciences de l'éducation. Et c'est ainsi que j'ai combiné, si vous voulez, j'ai combiné les sciences de la communication et les sciences de l'éducation. Voilà, merci pour cette précision. Nous allons y revenir peut-être autrement. Ouais. Et le temps, déjà, puisque c'est un dialogue. Hein, oui. Mais une précision encore, je m'excuse, une précision encore. Parce que voilà, vous avez la parole. Des précisions avant que les questions ne pleuvent. Alors. Je tiens à les signaler. Je me suis spécialisé également aux États-Unis en communication pour les changements sociaux et de comportement. J'ai fait à l'université Johns Hopkins et ça reviendra plus tard quand je parlais de ma carrière. Mais en tant que formation diplôme, je me suis spécialisé en communication pour les changements sociaux et de comportement à l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup. Hein, le temps pour nous d'accueillir notre membre de dialogue avec. Espérons que cette fois-ci, ça passe. On essaie un peu. Alors, Yves, ça passe maintenant. Vous nous attendez, vous pouvez parler pour vous joindre. Oui, ça va beaucoup mieux, Père. Voilà, ça va, mais il y a un petit souci de lumière. Et je crois que notre invité, voilà, ça change un peu quelque chose. Bonjour, votre invité peut voir votre figure. Mabiala. Bonsoir. Bonjour, monsieur Mabiala. Bonjour, Patricia. Bonjour, Père. Bonjour, oui, bonjour. Désolé pour non. Mais bon, l'Espagne est le pays africain le plus proche de l'Europe. Merci. Merci d'être là, hein, mais il faut résoudre ces problèmes puisque sinon, c'est un peu je suis fier que ça puisse marcher depuis Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Mabiala, dans notre émission Dialogue avec, nous avons aussi beaucoup de membres qui viennent. Il y a aussi un membre important pour nous que nous allons vous présenter. C'est Monsieur Benjamin Babunga. D'abord, bonsoir, Monsieur Benjamin Babunga. Bonsoir, Père Bojoko, et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et voilà, alors nous avons aujourd'hui Benjamin, comme vous avez vu, mais M. Mabiala qui est notre invité. Il a déjà il nous a parlé de son parcours de formation et vous n'êtes pas en retard. Nous allons passer déjà à les premières questions et puis nous allons venir à vous pour quand même nous parler encore une fois aujourd'hui des rappels historiques. Alors, comme on était déjà dès le départ avec Patricia, elle doit déjà avoir certainement quelques questions pour la première partie du parcours de M. Mabiala. Alors, Patricia. Rebonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Merci. Alors, rebonsoir, M. Mabiala, et merci pour, en tout cas, de nous avoir étayé sur votre parcours d'étudiant. Ma première question sera peut-être sur votre parcours. Quels sont les moments clés de votre enfance qui ont façonné l'homme que nous avons en face de nous? Moi, j'ai eu la possibilité de lire votre bio, mais certainement que les autres n'ont pas eu la possibilité de le faire. Et quels sont les moments clés dans votre enfance qui ont façonné et en tout cas, modelé la personne que nous avons devant nous aujourd'hui? Je dois signaler que mon passage à l'internat a été extrêmement important pour moi. Je suis de famille pauvre, mais mes parents avaient fait tout ce qui était à leur pouvoir pour me mettre dans une très bonne école, le collège de Lukola, à l'époque, et nous étions tous à l'internat. C'était un grand sacrifice financier pour eux. Et cela m'a apporté beaucoup dans ma vie, non seulement sur le plan de la formation, acquisition des connaissances et des compétences, l'instruction, mais aussi sur le plan moral, sur le plan de la personnalité.
Et j'ai signalé tout à l'heure que l'école était dirigée par des pères scoutistes, que je remercie. Et donc, j'ai eu la chance, avec d'autres amis, d'autres collègues, nous avons eu la chance d'avoir des professeurs non seulement qui étaient crédibles sur le plan scientifique, mais aussi qui nous ont encadrés moralement. Et jusqu'à présent, il y a des valeurs et des principes que j'ai acquis, qui guident ma vie et qui me permettent, moi aussi, d'aider et d'encadrer les autres, notamment les jeunes. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est donc important ici de savoir que les choses ne nous sont pas données. Nos parents ont fait beaucoup, ici c'est votre cas, donc vos parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que vous puissiez étudier. Vous avez étudié à l'internat dans quelle région au Congo? Oui, au Congo, j'ai étudié à l'internat au Congo, dans le Congo central, particulièrement dans les Mayom, à Lukula. Merci. Merci. Voilà, alors merci beaucoup Patricia pour les questions. Merci aussi à M. Mabiala pour les réponses. Alors, M. Mabiala, avant de commencer, nous allons d'abord faire un petit break avec M. Benjamin Babunga pour nous parler un peu, disons, nous donner les rappels historiques de cette semaine qui coïncident avec les dates, disons, de cette semaine. Alors, Benjamin, vous avez la parole. Rappel historique. Merci beaucoup, Padre. Alors, à l'intention de nos invités, chaque semaine, j'essaie de sélectionner les dates de la semaine au cours de laquelle nous nous trouvons et je trouve quelques événements majeurs qu'on a eu à enregistrer au niveau de la RDC. Et pour cette semaine, la semaine du 7 au 12, j'ai essentiellement retenu les dates du 7 et du 10 octobre. Alors, je commencerai par la date du 7 octobre 1996, lorsque l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, M. Ngabo Loasi, à l'époque, avait donné un ultimatum au Banyamulenge de pouvoir quitter le Congo. Alors, cette décision est considérée comme étant l'acte 1 de ce qui va être qualifié plus tard comme étant la guerre de l'AFDL. Et comment on en est arrivé là? J'ai eu la chance d'être à Ouvira pendant cette période trouble, hein, depuis le mois d'août, septembre 1996, lorsque l'armée zaïroise était aux prises avec quelques combattants Banyamulenge qui se trouvaient au niveau des hauts et moyens plateaux d'Ouvira. Et chaque jour, on voyait arriver des troupes zaïroises qui allaient combattre, jusqu'à ce que le 6 octobre, à quelques kilomètres d'Ouvira, où se trouvait un très grand hôpital qu'on appelait, ou plutôt qu'on appelle l'hôpital de Lemera. Quelques malades avaient été attaqués ce jour-là. Et pour la population, mais aussi pour les autorités, c'était une attaque ou plutôt une provocation de plus, ce qui fait que dès le lendemain, il y aura des tractations au niveau des autorités politico-administratives. Et ces tractations vont aboutir par la décision qui a été prise par l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu à l'époque, qui va donner un ultimatum de 6 jours au Banyamulenge de pouvoir quitter le Zaïre. Et nous qui étions à Ouvira à l'époque, on verra à partir de ce jour-là, dès le lendemain, des camions du HCR qui vont commencer à ramener les Banyamulenge vers la frontière zaïro-rwandaise de Bugarama. Et quelques semaines après, ça sera encore le retour de Banyamulenge par la prise d'Ouvira, notamment le 25 octobre. Et d'Ouvira, le mouvement va prendre une autre direction pour s'étendre sur l'ensemble de la RDC. Donc, cette prise de décision est un élément majeur parce que les voisins ont eu à utiliser cet argument selon lequel on ne voulait pas de Banyamulenge au Zaïre pour pouvoir également prêter main forte au niveau de la communauté Banyamulenge et commencer cette guerre qui, par la suite, a été qualifiée de guerre de l'AFDL. Mais avant cela, nous qui étions sur place au mois d'août, au mois de septembre 1996, on parlait encore de la révolte de Banyamulenge. La deuxième date que j'ai retenue, c'est celle du 10 octobre 2002, lorsque la Cour d'ordre militaire de Kinshasa avait
rendu son verdict dans le procès de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Et il s'est fait qu'il y avait 135 prévenus et 125 parmi les 135 seront condamnés. Il y aura juste une dizaine de personnes qui seront acquittées. Et ça aussi, ça a été un peu comme l'aboutissement d'un long processus qui a commencé juste au lendemain de l'assassinat du président Kabila, où il y a eu plusieurs enquêtes, il y a eu plusieurs interpellations, notamment la plupart d'officiers qui étaient issus de l'Est du pays. Après, il y a eu un procès fleuve qui a duré à peu près toute une année, jusqu'à ce que ce 10 octobre tombe, disons, le verdict tombe finalement, et qui fasse que à peu près 125 des 135 prévenus soient carrément condamnés, dont certains à la peine de mort et d'autres à des peines allant de 2 à 20 ans. Donc voilà les deux événements majeurs que j'ai retenus par rapport aux dates du 7 et du 10 octobre que nous avons au cours de cette semaine. Je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin Babunga pour ces rappels historiques. Et alors, Monsieur Mabiala, un petit commentaire par rapport à ces rappels historiques? D'abord, je félicite Benjamin pour les efforts qu'il fait, les efforts gigantesques, je dois dire, qu'il fait pour nous rappeler régulièrement ces faits historiques. J'ai l'habitude personnellement de le suivre sur Twitter. C'est un effort extrêmement appréciable qui contribue à faire connaître notre histoire. Et bon, c'est dommage, les événements qu'il a rappelés, c'est des événements très tristes de notre histoire. Il y a encore des zones d'ombre, évidemment, dans tous ces événements-là. Et nous espérons, j'espère personnellement, que peut-être que toutes les zones d'ombre seront éclairées à un certain moment pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître la vraie histoire de ces pays. Et félicitations, Benjamin, pour ce travail. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à vous, Monsieur Mabiala. Des bonnes études que vous avez faites au niveau secondaire, au niveau de l'université, d'abord dans votre pays, la République démocratique du Congo, notre pays. Et puis, en Amérique du Nord, surtout, au Canada et aux États-Unis. Et alors, dans tout ça, vous avez fait, selon les CV, hein, Patricia a fait allusion déjà à votre CV que nous avions envoyé pour préparer l'émission. C'est immense, hein, tout ce que vous avez fait comme travail et comme responsabilité. Alors, nous y entrons un peu, puisque c'est quand même ce qui a fait votre vie. Et pour nous parler un peu, d'abord, cette curiosité, comment est-ce qu'on vous a repéré pour occuper toutes ces fonctions, disons, dans de grandes institutions, puisque quand vous parlez, par exemple, d'avoir été senior programme officer dans le centre de programme de communication de l'université Johns Hopkins à Maryland, qui n'est pas une petite université. On l'a cité même aussi quand il y avait des problèmes de Covid. Donc, c'est une université bien connue. Et comment est-ce que vous avez fait un peu? Bon, commençons d'abord par votre carrière. Nous arriverons par étapes, puisque nous avons quand même lu votre CV. Et parlez-nous d'abord un peu de votre parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, en bref, je dois commencer quand même par l'IFASIC. L'ISTI, ici à Kinshasa, j'ai travaillé pendant 5 ans comme assistant chargé d'enseignement et de recherche. Et je dois signaler aussi que pendant que j'étais assistant, j'ai travaillé comme secrétaire particulier du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et j'ai également travaillé comme journaliste, correspondant, collaborateur extérieur à certains journaux, notamment le journal Lima, qui était à l'époque l'un des 2 grands quotidiens de la capitale. Donc, je tiens à préciser cette expérience locale que j'avais acquise, aussi bien dans les secteurs académiques et de l'enseignement que dans les secteurs professionnels, en milieu politique spécialement. Ensuite, ma première grande expérience sur le plan professionnel à l'international,
commence à Port-au-Prince, Haïti. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de communication avec une spécialité en communication pour le développement et plus tard une autre spécialité en communication pour le changement social et des comportements. Mais j'ai combiné également avec les sciences de l'éducation, en particulier l'andragogie. Parce que j'ai toujours considéré que l'une des grandes, si vous voulez, l'un des grands problèmes que nous avons dans les pays du tiers-monde, c'est que beaucoup de nos problèmes sont dus au fait que les gens n'ont pas les connaissances qu'il faut, les gens n'ont pas les attitudes qu'il faut et les gens ne se comportent pas de la manière qu'il faut. Et donc, pour résoudre ces problèmes à différents niveaux, au niveau des connaissances, des compétences, des attitudes et des comportements, il faut combiner les théories et les ressources que nous offrent les sciences de l'information et de la communication, mais aussi les sciences de l'éducation. Et mon premier poste à l'international, c'était à Port-au-Prince, Haïti, où j'ai été recruté comme chef chargé de projet d'alphabétisation. Parce que je me suis spécialisé en andragogie et entre autres, l'alphabétisation, c'est un aspect majeur de l'éducation des adultes, d'andragogie. Donc, j'étais responsable d'un projet qui consistait à apprendre aux adultes à lire et à écrire et à les conscientiser selon le modèle de Paulo Freire, ceux qui sont familiers avec... le Brésilien. Alors, je vous coupe un peu puisque vous citez là une sorte de science qui est moins connue, andragogie. Ouais. Pour essayer un peu de nous expliquer davantage, puisque je ne pense pas que ça existe beaucoup, disons, ça existe en République démocratique du Congo. En quoi consiste d'abord cette science? Pour, disons, question de culture générale pour nous tous et pour les gens qui nous suivent aussi. C'est quand même important, hein, puisque sans vous mentir, j'ai fait l'ignorant, mais c'est la première fois que j'entends un peu expliquer de l'andragogie. Je suis quand même, disons, curieux de savoir un peu plus sur ça. Avant de continuer, vous êtes déjà au niveau de Haïti. D'accord. Les gens sont familiers avec les concepts de pédagogie. Les concepts de pédagogie viennent du grec péda, qui pour désigner l'enfant. Et c'est ça qui a donné, par exemple, on parle de pédiatrie, la médecine consacrée aux enfants. Donc, la pédagogie, c'est en quelque sorte l'enseignement destiné aux enfants. Et étymologiquement, si vous voulez, étymologiquement, la pédagogie, donc c'est tous les processus d'enseignement des questions, des connaissances destinées aux enfants. Et avec, évidemment, toutes les approches qui vont avec. Maintenant, quand on parle d'andragogie, là aussi, c'est dérivé de mon grec. Andra, en grec, signifie adulte, mais dans le sens de maturité. Quand on parle d'andragogie, on parle de cette partie des sciences de l'éducation qui consiste à accompagner le processus d'apprentissage des adultes avec tout ce que cela implique. Par exemple, comment faire en sorte pour motiver les adultes à apprendre, comment faire en sorte pour aider les adultes à acquérir des connaissances, comment faire en sorte, par exemple, pour aider les adultes à réorienter leur carrière professionnelle, etc. Bref, toute la problématique d'enseignement, d'apprentissage lié aux adultes, c'est cela qu'on appelle andragogie. Et évidemment, on vous dira qu'il y a des méthodes, par exemple, quand on dit des méthodes andragogiques, on veut dire par là que quand on enseigne aux adultes, il faut tenir compte que ce n'est pas un tonneau vide qu'on vient remplir. Des adultes ont en général des expériences professionnelles. Donc, quand ils viennent à l'école, quand ils rentrent à l'école, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent. Et donc, il faut les impliquer dans le processus d'apprentissage. Et c'est ça qui a développé toutes différentes approches d'apprentissage qu'on appelle les approches andragogiques, qui consistent à mieux aider les adultes à apprendre en tenant compte de leur vécu professionnel. De leur expérience de vie. Merci beaucoup pour cette parenthèse. C'est vraiment important de découvrir qu'il y a d'autres sciences. Bon, même si ça fait partie de la pédagogie, mais ça c'est spécifié pour les personnes adultes ou pour les
personne mature. Merci beaucoup pour cette expérience. Et alors, vous êtes à Haïti et nous allons essayer d'aller rapidement puisque votre expérience est longue, sinon on ne va pas finir et il y aura aussi des questions. Alors, vous êtes donc, quand vous êtes en Haïti, c'était toujours, je crois, avec l'université de Johns Hopkins et puis aussi, là, vous travaillez pour les enfants aussi, je crois, en Haïti. C'est toujours la même période avec l'UNICEF. À Haïti, je suis allé à Haïti avec l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Initialement, je suis allé pour 1 an, je suis resté 6 ans. Et donc là, j'ai mis en place plusieurs projets, non seulement pour les adultes, parce que si vous vous rappelez l'histoire d'Haïti, ils ont vécu beaucoup de problèmes politiques qui ont eu malheureusement… Beaucoup de misère. Haïti, c'est voilà, exactement. Un pays cela a eu beaucoup d'impact sur les enfants et les jeunes. Et c'est ce qui m'a conduit, entre autres, à mettre en place des programmes d'insertion professionnelle des jeunes et des classes pour des rattrapages pour des enfants, ce qu'on appelait là-bas des enfants surâgés et des restes avec, c'est-à-dire des enfants qui travaillaient comme domestiques. Et donc, c'était pour moi une expérience extrêmement intéressante parce que je me suis trouvé devant une situation où malheureusement, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient jamais été à l'école et qui travaillaient comme domestiques. Et nous devrions mettre en place des programmes pour s'occuper d'eux. C'est après mes 6 ans à Port-au-Prince que j'ai été recruté par la Fédération internationale de planification familiale et les centres d'études de la famille africaine pour m'installer à Lomé, au Togo. Alors, nous allons y arriver, le temps d'avancer dans les dialogues, puisque c'est les dialogues, je ne suis pas seul, là, il y a d'autres membres de l'équipe qui sont là, qui doivent avoir déjà des questions, puisque si on essaie de passer les étapes, peut-être que ça sera difficile d'y revenir, puisque là, on a été en Haïti. Mais entre-temps, il y a aussi des gens qui nous suivent, hein, qui interviennent, comme M. Moins Sakala, qui donne son point de vue, c'est juste un point de vue, on n'est pas obligé de commenter autrement. Il dit l'andragogie serait d'un grand service au Congo pour la conscientisation des masses. Merci beaucoup, monsieur Mouassakala, pour cette intervention. Alors, vous avez travaillé en Haïti, probablement que il y a un intérêt aussi de la part des autres membres de l'équipe qui peuvent aussi avoir des questions. Et je ne sais pas, on commence d'abord à donner la parole. Patricia, on ne peut pas chercher à faire, comment est-ce qu'on appelle ça, positive, là, on parle de masculinité. Domination positive. On ne va pas parler de la féminité positive, puisqu'elle fait partie de l'équipe, donc ça ne la dérange pas. Donc, on donne quand même la parole à celui qui n'a pas encore beaucoup parlé, Patricia. On donne la parole à Yves, après avoir suivi quand même monsieur Mabiala. Yves. Oui, Père, moi j'ai mental estomaqué de voir le cursus, mais aussi de voir l'expérience dans plusieurs pays. Et moi, la question que je voulais poser par rapport à l'andragogie, c'est est-ce que ça il apporte aussi dans notre pays? Parce qu'en réalité, chez nous, avec le des phénomènes, parce que aussi chez nous, il y a les gens qu'on fait venir du village et que l'on met à la maison comme soi-disant des nounous. Si on peut avoir aussi cette, disons, les applications de ce qu'il a fait. C'était ça les deux questions que j'avais. Oui. Oui, allô, je ne sais pas si je peux répondre ou… Oui, allez-y. Ok, d'accord, ouais. Oui, bon, vous avez raison, effectivement, il y a
nous mettons parfois en place des programmes sans nécessairement tenir compte des aspects spécifiques. Par exemple, quand moi j'examine la problématique des chèques chez nous, les chèques sont des jeunes adultes, il y en a qui sont des jeunes adultes, il faut les approcher différemment. Et là, effectivement, on peut utiliser les ressources qu'offre l'andragogie pour les aider dans cette perspective-là. Mais je signale également que il y a plusieurs, disons, spécialistes qui doivent intervenir dans les cas d'échec, par exemple, y compris des spécialistes d'orientation scolaire et professionnelle. Par exemple, nous n'accordons pas beaucoup d'attention à ce que nos enfants et les jeunes, de façon générale, souhaitent faire ou qu'est-ce qu'ils ont comme rêve sur le plan professionnel. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour les aider à réaliser leurs rêves sur le plan professionnel. Ça, c'est des aspects extrêmement importants également et qui demandent une coordination entre tous ceux qui interviennent dans l'encadrement de ces enfants. Sur le plan des ressources financières, moi j'insiste, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, mais cet encadrement-là est irremplaçable. C'est extrêmement important. J'ai lu le commentaire parlant de la conscientisation de la masse. Effectivement, les spécialistes en sciences de l'éducation connaissent ces grands noms de Paulo Freire, qui est un Brésilien, un éducateur brésilien. Je résume très rapidement, parce que il me semble que c'est important d'en parler. Paulo Freire avait toujours considéré qu'il ne suffit pas d'apprendre aux gens à lire et à écrire. Non, ça c'est, si vous voulez, c'est l'alphabétisation mécanique, c'est des gestes mécaniques, apprendre à lire et à écrire. Le plus important pour Paulo Freire, c'est d'aider les adultes à réfléchir sur leurs conditions sociales pour les aider à transformer leurs propres conditions sociales et sortir de la pauvreté. C'est ça, et c'est ainsi qu'on appelle cette forme d'alphabétisation, alphabétisation conscientisante. C'est-à-dire, vous apprenez aux adultes à lire, à écrire et même à apprendre un métier. Ça, c'est une autre dimension, alphabétisation fonctionnelle. Par exemple, vous leur apprenez des métiers pour qu'ils puissent fonctionner dans la vie, mais la dimension conscientisante est extrêmement importante parce que c'est de leur montrer qu'ils sont responsables de leur devenir et qu'ils doivent se battre pas militairement ou physiquement, mais ils doivent faire des efforts pour justement sortir de cet état de pauvreté et que les premiers acteurs, ce sont eux-mêmes d'abord. C'est cette idée-là que repose la conscientisation. Et cette idée de conscientisation s'applique de façon générale à l'ensemble de nos communautés qui sont dans des situations, disons, difficiles. Et quand je parle de mon expérience en termes de spécialiste de communication pour le changement social des comportements, c'est à peu près la même démarche. Parce que quand vous êtes dans une communauté où il y a des problèmes de malnutrition, problèmes de paludisme, problèmes d'insalubrité, etc. Quand on est en face de tous ces problèmes, vous ne pouvez pas aider les gens à sortir de ces problèmes si eux-mêmes ne prennent pas conscience qu'ils sont devant un problème. Donc, si vous voulez, le premier pas pour sortir de leur situation, il faut qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont dans une situation inconfortable. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand quelqu'un se sent confortable quelque part dans une situation, il n'aura aucun intérêt à changer. C'est pour prendre l'exemple, vous êtes confortablement assis sur votre chaise, vous n'allez pas changer parce que vous êtes confortable sur votre chaise. Mais si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez dire, mais attends, cette position n'est pas bonne, il faut que je change de chaise, etc. C'est à partir de ce moment-là que vous sentez vous-même que vous êtes dans un état d'inconfort,
Et vous allez à ce moment-là chercher à sortir de cet état d'inconfort. Mais c'est la même chose en termes de développement communautaire, en termes d'éducation de la masse. Voilà, merci beaucoup, M. Mabiala. Évidemment, le cas que vous citez, hein, de l'expérience que vous avez partagée, même pour les adultes, hein, ben souvent, il y a aussi, de notre côté, une personne peut être dans une situation inconfortable et si familiarisée, si habituée, alors il faut les conscientiser pour que la personne puisse se rendre compte de sa situation. Merci beaucoup pour ça. Et alors, Patricia, pour cette étape, est-ce que tu as une question? Oui, bien sûr. On a beaucoup de questions. Alors, Monsieur Mabiala, moi, j'aimerais savoir, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez effectué de nombreux voyages professionnels. Là, on est encore en Haïti, hein, Patricia. Ah, vous êtes en Haïti, oui. Oui. Bon, mais même en Haïti, est-ce qu'il y a une situation ou un endroit qui vous a le plus marqué? Alors, en Haïti, effectivement, même en Haïti, j'ai effectué plusieurs voyages dans les pays. Bon, heureusement, le pays n'est pas très grand, donc je peux dire à l'heure actuelle que s'il y a des personnes au monde qui connaissent Haïti, j'en fais partie, parce que j'ai été dans tous les coins et recoins. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué à Haïti? Quel est le coin qui m'a le plus marqué? Si vous allez dans le sud du pays, il y a une partie qu'on appelle Jérémie. Et quand vous allez dans le sud du pays, j'ai failli verser des larmes la première fois que je me suis rendu parce que cette partie m'a rappelé ma région natale, le Mayombe. C'est une région dans le sud d'Haïti qui est très boisée. Les paysans cultivent du café et j'ai vu des produits pourrir là-bas par manque de voies d'évacuation. Cela m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Et c'est une situation que, évidemment, j'ai rencontrée dans d'autres pays, mais Haïti, cela m'avait beaucoup frappé à l'époque. J'étais encore très jeune. Cela m'a beaucoup frappé. Et je dois dire aussi que pendant que j'étais à Haïti, j'ai effectué effectivement un voyage en République dominicaine. Alors, je signale pour les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que Haïti est une île partagée entre Haïti et la République dominicaine. Alors, ce qui est frappant, c'est que du côté Haïti, vous trouvez, si vous voulez, dans une situation très difficile sur le plan social, alors que de l'autre côté, en République dominicaine, vous trouvez une situation beaucoup plus florissante sur le plan social. Et donc, ces contrastes-là est vraiment frappant, vraiment saisissant. Et vraiment, ça marque jusqu'à présent. Quand je pense à Haïti, je pense toujours à ces contrastes. Merci. Alors, Yves a soulevé la main pour poser une question. On va te donner la parole, Yves, mais on revient encore aussi à M. Mouessakala, c'est un fidèle qui nous suit là. Une petite question, peut-être vous répondez rapidement, M. Mabiala, puisque votre carrière est longue, nous voulons quand même la découvrir. Et nous allons passer à une autre étape de votre vie. Monsieur Mouessakala dit et a vécu en Haïti. Pensez-vous que nous courons le danger d'une haïtisation politique? Bon, ça, c'est au niveau politique, tandis que vous avez plutôt parlé un peu d'éducation. Bon, peut-être, voilà, c'est une question. Vous répondez peut-être en 20 secondes, puisque là, on est trop... Oui, j'aime bien la question. Merci d'avoir posé la question. J'espère qu'au niveau politique, on n'arrivera pas là. Mais il y a un danger extrêmement important que je note et je l'ai signalé il y a un mois, j'ai fait une présentation quelque part sur l'état des lieux et les défis et perspectives de la gratuité de l'enseignement chez nous. Alors, quel est le rapport avec Haïti?
Nous avons lancé la politique de gratuité de l'enseignement chez nous, ce qui est une très bonne politique. C'est une initiative à encourager, à soutenir. Mais malheureusement, la réalité sur le terrain est qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles publiques. Il n'y a pas d'école publique. L'État ne peut pas dire gratuité de l'enseignement quand il n'y a pas suffisamment d'écoles. Et j'ai des statistiques, par exemple, quand vous allez dans une province éducationnelle au Katanga, dans le Katanga et ainsi de suite, les statistiques montrent qu'il y a des endroits où il n'y a même pas, si disons, sur 100% d'écoles, il y a à peine 20% d'écoles publiques. Les autres écoles sont des écoles privées. Alors, quel lien avec Haïti? Mais parce que Haïti, pendant près de 2 siècles, est resté dans une situation où la grande majorité est analphabète et c'est seulement une infime minorité qui bénéficie des fruits et des bienfaits de l'éducation. Pourquoi? Mais parce que Haïti, c'est peut-être à l'heure actuelle le seul pays au monde où près de 80% des écoles primaires et secondaires sont des écoles privées. Vous m'avez bien entendu, je dis bien près de 80% des écoles primaires et secondaires sont des écoles privées. Donc, ça signifie concrètement, vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas à l'école. Voilà. Et donc, nous risquons, si l'État congolais ne construit pas des écoles pour soutenir la politique de gratuité, nous risquons de nous diriger vers la situation, de vivre la situation d'Haïti sur le plan de l'enseignement. Parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, les parents ne vont pas mettre les enfants dans les écoles où il y a des classes de 100 élèves, 150 élèves. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avance. Yves avait soulevé la main là pour intervenir. Oui, oui. Deux questions. Parce que là, quand M. Oumba a touché le fait d'avoir été en Haïti et d'avoir visité, disons, Santo Domingo et les différences qu'il y avait, tout d'un coup, je me suis rappelé d'une chose. Et je voulais savoir si lui aussi l'a senti cela, qu'il y a une différence entre l'éducation paternelle et l'éducation, comment est-ce que je dirais ça, qui implique comme l'éducation chez les Espagnols. Ça, c'est la deuxième question. C'était dans le sens de savoir, vous qui êtes Congolais, l'éducation du Zaïre, et à un certain moment, il y avait eu des à Kinshasa pour aider le Congo à avoir des cadres. C'était après l'indépendance. Hein? Oui. C'était après l'indépendance, justement. Je dis, est-ce que pour lui, en tant qu'expert congolais, qu'est-ce qu'il a ressenti de lui aller à Haïti pour apporter son expertise, alors que nous, avant, on avait besoin de leur expertise? Alors, merci beaucoup. Je n'ai pas très bien compris la première question, Père. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être me le rappeler parce que la communication était en train de se couper pendant qu'il parlait. Par contre, je peux rapidement répondre à la dernière observation ou dernière question. Vous savez, c'était pour moi, quand j'étais à Haïti, j'ai rencontré beaucoup d'Haïtiens qui, à l'époque, avaient vécu au Congo juste après les années de l'indépendance. La plupart étaient venus comme enseignants. Parce que rappelez-vous, quand le pays a accédé à l'indépendance, il y a eu tous ces troubles. Les Belges sont partis. Entre autres, il y avait carence d'enseignants au niveau des écoles secondaires et universitaires. Et donc, le gouvernement congolais a fait appel à l'UNESCO pour nous aider. Et l'UNESCO a fait appel à des pays francophones et Haïti notamment, qui a répondu massivement. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'Haïtiens
Et pour juste une anecdote, d'ailleurs, nous avons avec la communauté congolaise qui était là à l'époque, nous avions célébré une fois la fête de l'indépendance le 30 juin en rendant hommage aux Haïtiens qui avaient vécu au Congo et que nous avions rencontrés là-bas. Parce que effectivement, ils avaient fait du bon travail. On les dit pas assez, mais ils ont fait du bon travail. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont beaucoup aidé. Au niveau de l'enseignement. Et donc, moi, je me sentais redevable en quelque sorte, vraiment avec beaucoup d'émotions et beaucoup de passion que je me suis livré à mon travail pour aider les systèmes éducatifs haïtiens. Et si je peux y retourner, je n'hésiterai pas à y retourner. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, c'est encore une anecdote, l'actuel président, vous savez, il y a un comité présidentiel provisoire qui est en train on est en train de mettre en place les institutions. Donc, il y a un conseil présidentiel provisoire et l'actuel chef d'État provisoire, en quelque sorte, M. Leslie, était, quand j'étais là, ministre de l'Éducation. C'est avec lui que j'ai travaillé pendant quelques années avant qu'on le change. Il avait d'abord été directeur du cabinet du chef de l'État, puis il est devenu ministre en charge de l'éducation. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris, il y a à peine quelques jours, que c'est lui qui était devenu chef d'État intérimaire, président du conseil présidentiel. Voilà. Alors, je crois que la première question de Yves, c'était un peu une question de comparaison entre la République dominicaine. Bon, dans l'histoire, hein, je crois, Yves, il y a un article que j'ai écrit à ce sujet sur Haïti. Il faut lire. Disons, la République dominicaine et Haïti, c'était le même pays. Hein, on les a séparés pour disons, les partager entre la France et l'Espagne. Alors, la question, M. Mabiala, de Yves, la première, c'était un peu une sorte de comparaison entre le système éducatif d'Haïti et puis de la République dominicaine voisine et aussi comme facteur de développement. La France et l'Espagne. Alors, bon, d'abord au niveau du système éducatif, ce sont deux systèmes éducatifs différents parce que malheureusement ou heureusement, chacun de ces deux pays a suivi un peu le modèle du colonisateur. Oui, voilà, de l'ancien colonisateur. Mais la grande différence, c'est plutôt au niveau de ressources disponibles. En résumé, Haïti est un pays très pauvre. Le Santo Domingo, la République dominicaine, est un pays, si vous voulez, émergent, moyen. Donc, ils ont beaucoup plus de ressources à consacrer au secteur de l'éducation. Pendant que de l'autre côté, à Haïti, il n'y a pas beaucoup de ressources et donc très peu d'argent consacré à l'éducation. Et c'est ça qui fait que ce sont les privés qui compensent, disons, les manques d'écoles publiques. Et c'est ça qui constitue un drame. Donc, il y a des très bonnes écoles, j'insiste beaucoup à Haïti, des très bonnes écoles, mais c'est accessible seulement à une minorité. Et la grande majorité de la population est restée analphabète, justement. Voilà, on va essayer maintenant d'aller vite, hein, passer à une autre étape. Donc, après Haïti, nous allons un peu aller vite, puisque avec des questions, les questions sont intéressantes pour vous découvrir davantage. Et alors, si vous pouvez peut-être abréger un peu chaque étape pour qu'on aille poser des questions, puisqu'on en a. Alors, après Haïti. Après Haïti, j'ai passé 5 ans à Lomé et 1 an à Abidjan, 5 ans pour le compte du Centre d'études de la famille africaine, qui est toujours un institut de recherche, de formation et d'appui technique spécialisé en matière de santé de la reproduction, qui avait été créé par la Fédération internationale de planification familiale. Donc, je suis resté 5 ans là-bas et j'ai eu l'occasion de voyager dans tous les pays francophones de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pour former les cadres des différentes associations de planification familiale en Afrique francophone. Et ensuite, j'ai passé 1 an à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme formateur spécialiste en communication et en plaidoyer pour former les cadres africains
qui était, disons, sponsorisé par UNFPA, les Fonds des Nations Unies en matière de population. Donc, en tout et pour tout, j'ai fait 6 ans à ce moment-là dans la région ouest africaine et couvrir, disons, en train de couvrir, répondre aux besoins de formation et d'appui technique des différents partenaires, que ce soit des ONG ou des agences internationales, sur les stratégies de communication et de plaidoyer. Appliqué au développement, c'est différents sujets de développement. Alors, je dois signaler que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des collègues de l'université Johns Hopkins avec qui nous travaillions dans un projet. Ils étaient certainement impressionnés par les résultats que j'ai donnés parce que je l'ai appris après. J'avais reçu un jour une invitation à aller à Baltimore pour, disons, co-animer un séminaire. Et l'université Johns Hopkins organisait, jusqu'à présent ils ont l'habitude de le faire, organisait des cours annuels destinés aux ressortissants des différents pays anglophones, francophones et ainsi de suite. Et ces cours étaient annuels et on m'a demandé si j'étais intéressé à aller partager mon expérience, faire partie de l'équipe d'animation du séminaire. Alors, je suis parti, tout s'est très bien passé, mais c'est plus tard que j'ai su en fait que si il m'avait invité, c'était pour me tester parce que ils m'avaient observé pendant plusieurs années dans différents projets avec lesquels nous travaillions ensemble et ils avaient trouvé que je fournissais du bon travail, que j'étais compétent, j'étais honnête, sérieux et ils souhaitaient que je puisse rejoindre leurs équipes. Et donc, ils m'ont invité à ce séminaire et c'était en réalité pour me tester. Et quand je suis rentré à Lomé, quelques mois après, ils m'ont contacté officiellement pour me demander si cela m'intéressait d'aller m'installer aux États-Unis et de faire partie de l'équipe du Center for Communication Programs de l'École de santé publique de Johns Hopkins. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai rejoint l'équipe de Johns Hopkins à Baltimore depuis Lomé. Et je suis resté 10 ans à Baltimore et j'ai terminé ma carrière, disons, ma carrière à Johns Hopkins comme team leader, chef d'équipe de l'équipe francophone. Et parce qu'ils ont pratiquement beaucoup de projets dans les pays d'Afrique francophone, et y compris Haïti d'ailleurs, parce qu'Haïti fait partie disons, du groupe francophone. Et donc, j'étais team leader jusqu'au moment où j'ai quitté Johns Hopkins. Alors, jusqu'au moment où vous avez quitté, disons, Hopkins, 10 ans à Baltimore, c'est beaucoup. Et puis, plusieurs années en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, comme on appelle. Donc, c'est déjà une grande expérience. J'allais déjà poser une question, mais je vais la poser après, puisque sinon, je vais anticiper quand même certaines choses. Je laisse d'abord la parole aux autres membres de l'équipe. Il y a déjà Benjamin qui nous a quittés, puisqu'il m'a prévenu après les rappels historiques. Alors, Patricia... Oui, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Riche, oui. J'aime beaucoup, oui, c'est très riche, hein, mais j'ai pas de questions directes sur votre travail au Togo et en Côte d'Ivoire. J'ai préparé des questions pour plus tard parce que j'avais vu dans votre bio que vous avez fait aussi un long moment à la francophonie. Et, oui, justement, on va arriver à la francophonie. Hein. J'attends une question pour la francophonie. Ok, alors Yves. Bon, moi, ma question est d'ordre social. Je veux savoir, parce que je suis dans votre cas,
une expérience professionnelle un peu dilatée. Je voulais savoir un peu comment est-ce que vous avez géré le fait de tant déménager. Oui, c'est une question importante finalement sur le plan personnel et sur le plan de la famille d'ailleurs. C'est très important parce que vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, dans une nouvelle organisation, c'est des défis importants. Des défis importants sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, c'est toujours un nouveau milieu, des questions simples, pratiques, importantes, de déménager, mais aussi nouer des amitiés. C'est pas toujours facile. Et quand on est en plus avec la famille, c'est difficile. Sur le plan professionnel, c'est des défis parce que chaque fois que vous allez dans une nouvelle organisation, c'est comme si vous reprenez à zéro. Vous devez faire vos preuves. Et là, j'ai une anecdote. Je me rappelle quand j'ai été recruté par Johns Hopkins, en fait, notre patronne avait bien remarqué qu'il y avait un vide en termes de team leader francophone. Et c'est dans cette perspective-là qu'il m'avait identifié. Mais quand je suis arrivé, cela n'avait pas nécessairement fait plaisir à tous les membres de l'équipe que nouveau venu soit nommé team leader. Vous voyez, donc c'est toujours bon, mais heureusement, les Américains sont très pragmatiques, ils sont réalistes et tout ça, etc. Ils ne sont pas dans des considérations futiles. Quand ils savent que vous êtes compétent, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, c'est vous qui êtes team leader. Donc, je cite cet exemple pour dire que c'est toujours challenging, c'est toujours des défis quand on passe d'une structure à une autre. Il faut faire vos preuves, etc. Et même quand je suis arrivé à l'OIF, à la francophonie, j'étais nommé directeur, alors qu'il y a des collègues qui étaient là depuis plusieurs années, qui avaient fait carrière, qui espéraient eux aussi être... Alors, M. Mabiala, vous anticipez déjà les choses, puisque même Patricia a déjà des questions pour l'OIF, puisque c'est quand même important. Ce sont les dernières responsabilités que vous avez eues. Et alors, après avoir quitté l'université Johns Hopkins, vous avez fait quoi d'autre? C'est directement alors, à l'OIF? Je dois signaler aussi quand même une expérience intéressante. J'ai passé 3 ans au Nigeria comme conseiller technique auprès du gouvernement dans un grand projet de santé et d'éducation. J'aime citer cet exemple parce que le projet était vraiment un très grand projet dans 5 states, 5, disons, provinces, mais là, comme le Nigeria est un État fédéral, là, ce sont des États. Mais le travail se faisait au niveau communautaire. Et j'ai apporté une contribution substantielle qui est restée mémorable, sans fausse modestie, je dois le signaler, parce que l'idée, c'était justement de conscientiser les populations pauvres locales que s'ils arrivent à intégrer un certain nombre de paramètres, changer de comportement, prendre la responsabilité d'éduquer leurs enfants, l'importance de l'école, la prévention de certaines maladies, s'ils se conformaient à un certain nombre de principes et de normes, ils pouvaient améliorer leurs conditions sociales, notamment sur le plan de l'éducation et de la santé. Alors, pourquoi c'est resté mémorable? Parce que nous avons mis en place un processus de ce qu'on appelle les cycles d'action communautaire, un processus d'éducation, de conscientisation qui permettait aux populations de comprendre qu'ils sont les premiers acteurs de leur propre développement. Et les résultats, ce que cela a donné, c'est que même dans les populations, dans les communautés pauvres, les gens avaient compris que quand on parle d'école, quand on parle de centres de santé, il s'agit de leur propre santé, il s'agit de l'éducation de leurs propres enfants. Et donc, malgré le peu de ressources dont eux-mêmes disposaient, ils ont mis de l'argent, ils ont
faire des contributions pour construire des écoles, pour réhabiliter des centres de santé. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important, d'arriver à ces résultats-là, que malgré qu'ils étaient pauvres, ils avaient compris que c'est leur propre santé et qu'ils étaient prêts, ils ont mis de l'argent pour construire des centres de santé, pour réhabiliter des écoles pour leurs propres enfants. Alors, la suite est maintenant pour commencer encore des questions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après avoir quitté Johns Hopkins? Ouais. Je suis rentré à Kinshasa, ici à Kinshasa, pendant 2 ans. Il y a un ami, en fait, il y a un ami qui m'avait mis en contact avec International Rescue Committee qui cherchait un directeur de programme d'éducation et responsable du projet, parce que l'USAID venait de lancer un grand projet qui s'appelait OPEC, un grand projet pour prendre en charge des enfants en situation difficile, un peu comme le modèle de ce que j'avais fait à Haïti, sauf que ici c'était dans l'ex-province du Katanga, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et l'idée c'était d'organiser des classes de rattrapage pour des enfants qui avaient déjà quitté l'école, mais les aider à se mettre à jour en quelque sorte et pour qu'ils puissent réintégrer le système éducatif. Et nous avons initié ce processus-là et jusqu'à présent d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a repris ces processus, ce qui fait que quand vous allez maintenant à Kalemi, le processus a continué. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école ou qui n'allaient pas à l'école, mais qui ont suivi, les cycles primaires de 6 ans en 3 ans. Et après avoir suivi ces cycles, ils passent l'été en fait, l'examen, et quand ils réussissent, on les réintègre dans le système éducatif. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant 2 ans. Et après 2 ans, j'ai vu une annonce dans Jeune Afrique. Et j'insiste là-dessus parce que toujours les gens me posent les questions, mais comment avez-vous fait pour qui vous a recommandé à l'OIF? Je n'ai jamais été recommandé par qui que ce soit. J'ai vu une annonce dans Jeune Afrique. J'ai postulé. Quelques mois après, il y a un cabinet, conseil, cabinet indépendant qui m'a appelé pour me dire que l'OIF les a chargés de faire le premier test. Et donc, j'ai passé les tests écrits. Ensuite, il y a eu un deuxième test. Et après, il y a eu des interviews avec un panel indépendant. Et c'est comme ça que j'ai été recruté. Puis le dernier entretien, c'était avec l'administrateur de l'OIF, M. Clément Duhem, qui était en quelque sorte l'adjoint du président Diouf, et qui m'a dit que c'est au nom du président Diouf qu'il m'est recruté. Voilà, ça c'est l'OIF, mais au niveau, disons, international, pas au niveau d'abord de Kinshasa, puisque... Non, ça c'est au niveau international. Ça c'est au niveau international. Ça c'est au niveau international. Là, vous avez fait combien de temps? J'ai fait 6 ans. 6 ans. Alors, après 6 ans, puisque nous allons approfondir avec des questions, comme ça on va un peu plus, puisque le temps risque de nous faire défaut, puisqu'il y aura des questions. Et alors, après 6 ans, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Alors, d'abord, pour préciser, les 6 ans-là, vous les avez passés à Paris ou bien? Oui, les 6 ans, je les ai passés à Paris, parce que c'est à Paris que se trouve le siège de l'OIF, mais en tant que directeur de l'éducation et de la jeunesse, évidemment, j'ai supervisé l'ensemble des activités que nous avions dans différents pays à travers l'espace francophone, et y compris le travail que nous faisons à travers nos bureaux régionaux, comme un bureau au Vietnam, un bureau à Lomé, un bureau à Libreville au Gabon, un bureau à New York, un bureau à Genève. Bref, il y a des bureaux, des activités, des bureaux un peu partout. Et le secteur de l'éducation, c'est l'un des secteurs les plus importants sur lesquels travaille l'OIF en matière de coopération avec les États membres. Et j'ai été également le seul directeur qui a combiné le volet éducation et le volet jeunesse. Et quand j'avais été recruté,
l'une des premières choses que le président Diouf m'a demandé, c'est d'élaborer une stratégie jeunesse de la francophonie. Parce que les États membres, c'était un peu quelque chose disons, pas de nouveau, mais une tendance qui était en train d'émerger, la poussée de plus en plus grande des besoins des jeunes et les États qui étaient peu outillés pour répondre à ces besoins des jeunes. Voilà, comme j'ai dit, on va approfondir certaines choses avec des questions. Vous passez 6 ans à Paris au niveau de l'OIF international. Et puis, après cette étape-là, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie professionnelle? Alors, après cette étape, j'ai pris ma retraite parce que j'avais atteint l'âge de la retraite à l'OIF et j'ai commencé à travailler comme expert consultant indépendant. Je suis rentré à Kinshasa, j'ai passé 6 mois à l'UNESCO comme consultant et j'ai ouvert mon propre cabinet conseil qui s'appelle CSD Consulting. C'est C pour communication, E pour éducation, S pour santé et D pour développement. Qui continue encore? Ça continue? Oui, qui continue encore. Qui continue alors, encore. Alors, vous rentrez, vous lancez vous-même dans vos projets et puis vous devenez expert, que vous étiez d'ailleurs déjà un peu avant, quand on suit votre carrière, vous étiez déjà expert, mais un expert maintenant assis, expérimenté, vous avez dit en pension, mais vous n'êtes pas en pension puisque vous continuez à travailler. On va voir par la suite que vous avez continué à travailler. Et alors, après ça, allons un peu vite, puisqu'on va maintenant tomber dans des questions. Moi, j'ai encore, comme j'avais promis, une question que tu peux maintenant peut-être déjà poser après celle-ci. Qu'est-ce qui est arrivé après? Alors, oui, donc je travaille comme consultant indépendant et puis j'ai passé également 1 an au ministère du Plan. Il y a comme conseiller en charge de l'éducation et 1 an au ministère du Plan et puis quoi d'autre. Et puis récemment, enfin, il y a quelques mois, on a fait appel à moi comme délégué général à la francophonie au ministère des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères, ça c'est le dernier poste que vous avez occupé. Alors, je vois déjà Patricia en train de rire, puisque je suis sûr qu'elle a des questions, puisqu'elle avait préparé des questions sur l'histoire de l'OIF. On va lui donner l'opportunité. Oui. Pas oublier ma question, et je pose directement 2. Ou bien je peux laisser d'abord l'autre, puisque c'est un aspect important au niveau des écrits. Et alors, quand on suit votre CV, on voit que vous avez travaillé plus en dehors de votre pays. Vous avez contribué plus en dehors de votre pays qu'au pays même. Donc, vous avez étudié au pays, une grande partie, et vous avez étudié dehors, mais vous avez travaillé plus en dehors du pays. Donc, peut-être c'était l'honneur de votre pays, la République démocratique du Congo, mais vous n'avez pas directement travaillé pour votre pays, disons. Vous avez travaillé, mais très peu de temps. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, un peu? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet est aussi important que le premier. Est-ce que vous sentez, après avoir honoré le pays avec des responsabilités que vous avez eues au dehors du pays, est-ce que vous sentez que le pays, votre pays, la République démocratique du Congo, vous a payé pour cette expérience, ou bien on n'a pas tenu compte quand même, on n'a pas profité de cette expertise, puisque depuis tous ces temps, vous ne travaillez pas sous l'eau, on devait quand même vous appeler même comme expert dans un gouvernement occupé encore des postes plus grands que les derniers postes que vous avez occupés. Voilà un peu les 2 questions que je pose maintenant. Une autre encore viendra. D'accord, d'accord. Ben, merci beaucoup, Père. Effectivement, je me suis rendu compte, et c'est vrai, j'ai passé plus de temps sur le plan professionnel à l'extérieur qu'à l'intérieur. Personnellement, je ne les sens pas nécessairement comme un gêne, mais ça me désole un peu de voir que ce que je fais à l'extérieur, je n'arrive pas à les faire profiter à mon pays. Par exemple, je vais vous donner une anecdote, une fois de plus. Quand je suis rentré de Paris,
je suis allé voir le ministre de la Jeunesse. Je ne veux pas citer de nom. Pour lui dire, je connaissais la secrétaire générale, je lui ai demandé de fixer un rendez-vous avec le ministre. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai été directeur de l'éducation de la jeunesse à la francophonie. Votre secrétaire général, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Je l'ai invité souvent à Paris, je l'ai impliqué dans des réseaux, etc. Je peux vous être utile pour vous aider, notamment tout ce qui concerne stratégie jeunesse, etc. Je ne demande pas nécessairement à être rémunéré. Je ne sais pas de ça. Mais vraiment, n'hésitez pas. Je suis prêt à mettre tout mon réseau à votre disposition pour que vous puissiez en bénéficier parce que j'ai été 6 ans directeur de l'éducation jeunesse. Je connais les ressources, je connais les acteurs, je sais comment vous aider pour faire quelque chose. Il m'a dit, je vais vous appeler, Madame la secrétaire générale. Ben, il a fait presque 2 ans ministre. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore appelé. Donc, alors, ça, je trouve ça regrettable. Alors, maintenant, ça, c'est une expérience négative, mais je dois dire aussi une expérience positive. Vous savez, sans fausse modestie, si la RDC a organisé les Jeux de la francophonie, j'étais l'un des initiateurs, sinon l'initiateur principal de la candidature de la RDC. Et de l'intérieur, j'ai tout fait pour que la candidature de la RDC soit acceptée. Donc, pour les Jeux de la francophonie. Alors, quand je suis rentré, bon, j'ai dit que j'étais disponible, mais j'ai senti manifestement que les gens ne voulaient pas de moi. On ne voulait pas, vraiment. On ne voulait pas que je me sente. Bon, mais ce n'est pas grave. Je suis resté dans mon coin. Mais l'expérience positive que je voulais souligner, à quelques mois du début des Jeux, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes. Et sans me connaître, vraiment sans me connaître, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Tundula, m'a fait venir. Il m'a nommé délégué général à la francophonie. Il ne m'avait jamais vu. On lui avait parlé de moi. Ils ont demandé mon CV et il m'a nommé sans même me voir. Et nous avons travaillé vraiment en bonne intelligence et sans fausse modestie. J'ai pu apporter une contribution pour que les choses se passent normalement. Parce que je connaissais tous les rouages, je connaissais les acteurs, j'avais des amis parce que je savais ce qu'il fallait faire pour débloquer la situation et ainsi de suite, etc. Voilà, ça c'est positif. Merci beaucoup. Donc, vous avez répondu à ma question, même cette reconnaissance de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lutunula. Et c'est quand même une partie seulement, on pouvait vous reconnaître un peu plus. Alors, on avance puisque le temps avance, effectivement. Maintenant, les questions commencent à arriver et puis moi, j'aurai encore une autre importante aussi. Alors, Patricia. Alors, tout justement, moi, ma question aussi portait sur votre participation parce que j'avais lu que vous avez également encouragé la candidature de la RDC et mobilisé le soutien des États membres pour l'attribution des Jeux de la francophonie. Et maintenant, avec votre explication que vous venez à peine de nous donner, je comprends maintenant un peu mieux pourquoi, étant donné votre expérience, hein, je comprends pourquoi les Jeux de la francophonie à Kinshasa, je pense en 5 ans, ont été l'un des événements qui ont marqué le quinquennat passé, hein, il faut le reconnaître. Il y a eu des petits couacs ici et là, mais vraiment, c'était très bien organisé. On a été à la hauteur. Et j'imagine que dans le backstage, vraiment, c'est vous qui avez tiré les ficelles, en tout cas avec vos équipes, etc., derrière les rideaux, hein, parce que bon, il y a ceux qui ont bénéficié des remerciements publics, mais toujours à l'arrière-plan, il y a ceux qui abattent le travail difficile. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Okay. Alors moi, en attendant que Yves nous revienne, et en attendant, oui, il est là, qu'il pose une autre question aussi. Patricia en aura aussi une autre certainement. Ma question, ce n'est pas vraiment une question, puisque vous avez éludé un peu certaines choses. Vous avez travaillé effectivement, mais vous avez aussi, comment est-ce que je peux appeler ça? Vous avez aussi l'écriture. Ça signifie que vous avez l'écriture. Donc, vous avez mis par écrit aussi des livres.
Donc, oui, j'ai aussi beaucoup publié. C'est quand même, même si bon, vous avez éludé cet aspect, je peux quand même, au moins pour nos téléspectateurs, citer certains de vos œuvres personnelles et aussi en groupe. Alors, vous êtes co-auteur des ouvrages Inégalité en éducation dans le monde, quelle action pour les réduire, c'est en 2023, donc un peu récemment. Et puis, quelle école pour demain, enjeu priorité, puis c'était en 2019. Et puis encore, vous êtes co-auteur de l'ouvrage L'appui au développement communautaire, une expérience de communication en Afrique rurale de l'Ouest, donc en 2000. Et puis, il y a encore un autre, disons, guide que vous avez aussi publié. La communication au service de l'éducation des filles en Afrique, c'était en 2002 déjà, il y a plusieurs années. Et puis voilà, c'est pour dire que vous savez aussi laisser les écrits, c'est ce qui laisse les traces dans la vie. Et comme on dit, même si maintenant les paroles ne s'envolent plus comme avant, les paroles s'envolent, les écrits restent. Félicitations aussi. Merci beaucoup. Pour cela. Donc, vous contribuez pour le futur, puisque les gens diront un peu, disons, vos idées. Alors, il y a Yves, probablement, qui a une question, je pense, puisqu'il a écrit quelque chose là, j'ai vu. Yves. Ah oui, Père. En fait, j'étais en train de rigoler quand notre invité est en train de raconter ses anecdotes avec nos ministres. Mais bon, moi, la plus grosse question que j'étais en train d'essayer de concocter pour lui par rapport à l'aspect give back, comme disent les Américains, donner ce qu'on en a reçu ailleurs chez soi. Je voulais savoir, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, par exemple, moi, ma mère, elle a des écoles à Kinshasa, des écoles privées. Et la réalité est qu'avec la gratuité de l'enseignement, le niveau général du pays est tombé d'un cran. Moi, je voulais savoir, vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà des solutions que vous pouvez apporter à nos gouvernants? Et ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, ça serait, ne pensez-vous pas qu'à un certain moment, il faille que nous ayons une vision stratégique pour notre pays d'ici l'horizon 2060, de telle sorte que peu importe qui sera au pouvoir dans notre pays, que l'essentiel, si on peut dire de cela, l'essentiel soit atteint, indépendamment de la personne qui sera au pouvoir. Ne pensez-vous pas dans ce sens-là? Alors, il y a toujours un petit souci de connexion. Hein. Bon, avant de répondre à Yves, c'est un peu comme on a dit, hein, les expériences, pardon, les expériences que vous avez faites dehors, c'est un peu comme, disons, cet auteur-là qui avait parlé de, disons, comme une sorte de poème. Hein, et on avait même chanté aussi comme une chanson lyrique. Heureux comme Ulysse qui a fait un beau voyage, et puis est revenu plein d'usages et de raisons, hein, pour vivre auprès des siens et puis partager l'expérience. C'est un peu ce que vous essayez de faire maintenant avec les expériences accumulées, ainsi de suite, hein, comme un grand expert, disons, il faut le reconnaître. Heureusement qu'au moins pour Dialogue avec nous, vous rendons hommage à notre manière. M. Mabiala, félicitations. Yes. Alors, maintenant, comment vous pouvez répondre à la question de Yves? D'abord, au niveau personnel, je suis très passionné par l'éducation. Ensuite, vous vous rappelez, j'ai dit que je suis issu de familles pauvres. Et si je n'avais pas eu l'appui de l'État à l'époque, jusqu'à l'université, parce qu'à notre époque, on recevait des bourses d'études, jusqu'à l'université. Si je n'avais pas eu cet appui, peut-être que je n'aurais jamais terminé mes études universitaires et peut-être que je ne serais même pas devenu ce que je suis devenu. Et donc, dans cette philosophie-là de give back, je me suis fait un point d'honneur de contribuer à l'amélioration du système éducatif. Je vois l'éducation en tant que système.
Et depuis que je suis arrivé, je participe aux discussions, j'écris des articles, et il n'y a pas plus tard que au début du mois passé, j'ai été invité à la revue sectorielle de l'éducation. C'est un peu un forum qui regroupe tous les partenaires techniques et financiers, les agences internationales, tous les ministères en charge de l'éducation, l'éducation nationale, primaire, secondaire, universitaire, technique. Vraiment, tous les partenaires clés étaient là. Et on m'a demandé de faire une présentation sur l'état des lieux, les défis, les perspectives de la gratuité de l'éducation. Et j'ai vraiment fait un travail comme je le souhaitais pour éclairer les décisions. D'abord en demandant de dépolitiser la question. Il ne faut pas qu'on politise cette affaire. Et j'ai démontré que cette mesure est bonne, mais que si nous ne faisons pas attention, nous allons droit au mur. Chef du volontaire, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui. En résumé, ce que je dis, à l'heure actuelle, la mesure, elle est appliquée plus ou moins parce que beaucoup de parents ne veulent pas mettre les enfants dans les écoles publiques. La qualité de l'enseignement a fortement baissé à cause notamment du nombre pléthorique des élèves. Les enseignants sont incapables, évidemment, d'encadrer 70, 80, 100 enfants par classe. Ce n'est pas possible. Sans compter que les enseignants travaillent dans des conditions difficiles avec des salaires qui sont dérisoires et les conditions matérielles qui sont dérisoires et déplorables également. Et donc, mais le point le plus important que j'ai démontré, c'est le défi démographique. En termes simples, à l'heure actuelle, nous faisons trop d'enfants par rapport aux ressources disponibles. Et si on regarde l'évolution de la population, chaque année, la population congolaise croît de 3%. Et la raison est simple, c'est que le taux de fécondité à l'heure actuelle, à l'échelle nationale, est de 5,5. Ça signifie en termes simples qu'en moyenne, une femme congolaise fait, disons, 5 à 6 enfants, en moyenne. Et mais ça, au niveau individuel, on ne se rend pas compte. Mais quand on regarde à l'échelle du pays et qu'on voit cela en termes d'implication sur le plan des effectifs scolaires, on se rend compte qu'ici, à l'horizon 2040, si la politique, nous voulons continuer avec la politique de gratuité, d'ici à l'horizon 2040, nous devons construire environ 50 000 écoles. 50 000, oui, c'est vraiment aussi simple que ça. Environ 50 000 écoles. Ce qui signifie concrètement, en 15 ans, si vous divisez 50 000 divisé par 15, nous devons normalement construire au moins 3 000 écoles chaque année. Au moins 3 000 écoles chaque année. Et en prenant le coût moyen d'une école, en se basant sur le coût actuellement utilisé dans le cadre du programme PDL 145-3, pour construire une école de 6 classes avec le bureau du directeur et une salle de réunion de profs, il faut environ 120 à 130 000 dollars par école. Maintenant, quand je regarde les écoles qui sont construites maintenant, je me dis, mais il faut quand même améliorer un peu parce que les écoles qui sont construites en 2024, on ne peut pas construire comme si on était dans les années 60. Ça, c'est vrai. Oui, il faut quand même aussi tout ça. Donc, les 120 000, 130 000, je me dis, allons jusqu'à 200 000. Oui, voilà. Même si on va même à 200 000, on peut construire une bonne école et qui vraiment, comme on dit au Québec, qui a de l'allure. Vraiment donc acceptable. Mais ça signifie 3 000 écoles fois 200 000, ça nous fait à peu près 600 millions par année. Ouais, ça nous fait 600 millions. Mais alors je dis, mais nous sommes capables de mettre de côté chaque année 600 millions pour construire ces écoles. Oui, ce n'est d'ailleurs pas énorme, hein, donc c'est question de volonté. Voilà, c'est une volonté. Hein, voilà, c'est une question de volonté. Parce qu'on voit avec tous les détournements des fonds qu'on apprend par-ci par-là, avec un peu de volonté, nous pouvons justement relever ces défis.
Voilà, on va revenir peut-être encore, on va voir si Patricia a encore des questions, sinon moi je pourrais encore aussi intervenir après cette petite pause. Voilà, Patricia, une question? Non, je n'ai pas de questions, merci. Ok, alors, moi, on va voir, M. Mabiel, je ne sais pas s'il a des petits soucis juste pour Non, je suis là. la vidéo, voilà, puisqu'on ne vous voit plus. Voilà, et il est là. Et moi, je reviens un peu à la francophonie, puisque souvent, on est sous-informé sur plusieurs choses. Les gens parlent seulement du jeu de la francophonie et oublient que la francophonie, c'est un peu plus que ça. Et quand on voit à travers votre CV, vous écrivez ici qu'il y a plusieurs choses en fait au sein de la francophonie. Il y a d'abord l'Assemblée des parlementaires, quelquefois on en parle, de la francophonie. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie. On en parle moins, on est sous-informé de ça. Il y a l'Association internationale de maires francophones. On en parle très peu. Il y a l'Université Senghor d'Alexandrie. De temps en temps, on en parle un peu. Il y a aussi TV5 Monde, site de la conférence ministérielle permanente et la conférence des ministres de l'Éducation de la francophonie. Il y a la conférence des ministres de la jeunesse et le sport de la francophonie. On en parle très peu. Moi, je viens par exemple dans le domaine qui est un de mes domaines, c'est le domaine de communication, qui est aussi votre domaine. En fait, est-ce que TV5 étant, faisant partie de la francophonie, est-ce que chaque pays ne peut pas aussi contribuer par des hommes qui travaillent, des journalistes, par exemple? Je suis sous-informé. Est-ce que la République démocratique du Congo, par exemple, un journaliste, une journaliste qui travaille à TV5? Voilà un peu de curiosité d'abord, en plus de tous ces organes que je venais de citer, qui font partie de l'OIF, parfois qu'on ignore, puisqu'on en parle très peu, ou bien ça ne fait pas beaucoup de bruit. Je prends l'exemple, par exemple, de TV5, ça fait pas quand même partie de la francophonie. Est-ce que les Congolais aussi, ils ont quand même beaucoup des hommes de médias, des femmes de médias? Voilà un peu la question ou les questions. Alors, je vais droit au but. Pour TV5, à l'heure actuelle, il y a un Congolais qui est directeur là-bas. Ah oui, t'as mieux alors. Il y a un an, qui était récupéré il y a un an. Donc, c'est possible. Mais ce qu'on oublie souvent, malheureusement, et ça, je l'écris souvent, je le dis souvent, ce sont ceux qui payent, c'est ceux-là qui prennent des décisions, qui dirigent. Oui, TV5 existe sur un modèle participatif. À l'heure actuelle, ce sont les pays du Nord, Québec, la France, la Belgique, la Suisse, qui ont mis l'argent, qui font fonctionner TV5. Il y a un an, TV5 a ouvert, si vous voulez, les partenariats, l'actionnariat, si je puis ainsi m'exprimer, en demandant aux pays du Sud d'apporter leur contribution et donc d'avoir voix au chapitre. Mais nous n'avons pas répondu. On n'a pas répondu. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage un peu. Et donc, les opportunités sont énormes. Effectivement, vous avez bien fait de rappeler que la francophonie, ce n'est pas seulement l'OIF. Il y a toutes ces agences que vous avez citées, toutes ces structures qui font également partie de cette constellation d'institutions qu'on appelle la francophonie. Mais il faut, si vous voulez, il faut faire partie, il faut participer, et la participation, ça se fait à différents niveaux. Notamment en apportant les contributions exigées de chaque partie. Merci beaucoup. Alors, on va petit à petit vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Des petites questions avec des réponses aussi rapides. Quel mauvais souvenir vous gardez de votre vie, monsieur? De ma vie? Oui, un seul. On peut avoir beaucoup, mais un seul mauvais souvenir. Bon, je ne m'attarde pas souvent sur les mauvais souvenirs. Peut-être que je pourrais
Je regrette comment d'avoir pas été là au Congo à l'époque, quand ma mère était très malade. J'étais aux États-Unis et on m'a appelé en urgence pour me dire que sa situation était grave. J'ai pris les premiers avions que j'ai pu et malheureusement, vous arrivez à... C'était pour me dire qu'il était décédé dans la nuit, c'est-à-dire pendant que je me trouvais à Paris en transit. Voilà. Désolé pour ces mauvais souvenirs. C'est toujours douloureux de perdre un être cher. Nous en avons fait d'expérience, nous tous. Au moins, je sais que c'est le cas aussi des nôtres qui est là. Alors, là, je parlais de mauvais souvenirs. Alors, vous pouvez en avoir beaucoup, par exemple, de bons souvenirs. Un seul qui vous passe à la tête. Un seul bon souvenir sur le plan professionnel, disons, c'est pas un événement comme tel, c'est disons, mon expérience de travail avec le président Diouf. Et j'ai eu la chance vraiment de travailler avec un grand homme d'État dans le cadre d'une agence multilatérale. Et j'ai vu effectivement qu'il y a une grande différence entre certains managers et d'autres. C'est pour moi un de mes souvenirs les plus éclatants, c'est mon expérience de travail avec le président Diouf. Merci beaucoup. Alors, Yves, peut-être une dernière question, et puis après, je vous donnerai quand même les derniers mots aussi. Je sais que Patricia aura encore quelque chose d'important aussi pour la conclusion. Et alors, Yves? Oui, moi, une question par rapport à la francophonie. Monsieur Mabiel, oui. La RDC, c'est le plus grand pays francophone au monde. Quelle est l'institution que la francophonie a chez nous qui montre l'importance de la RDC réellement, disons, dans cette famille, entre guillemets? Ça, c'était la première question que j'avais. La deuxième question, c'est, vous avez parlé du président Diouf. Et l'une des choses que j'ai remarqué en travaillant en international, c'est le réseautage qu'il y a entre Sénégalais. Pensez-vous qu'un jour les Congolais arriveront à avoir un réseau comme celui des Sénégalais? Ah ben, je commence par la dernière question, mais je le souhaite, je l'espère, parce que bon, quand moi j'ai commencé ma carrière internationale, et mon premier poste c'était l'UNICEF, je n'avais jamais été recommandé. Je n'ai pas raconté comment j'ai été recruté. Je suis allé à New York. On m'a demandé qu'il y avait des possibilités de travail au sein des agences et j'ai commencé par l'UNICEF. Je suis allé avec mon CV et quand j'ai rencontré la responsable de ressources humaines qui était une japonaise, elle a regardé mon CV et elle m'a dit « Mais ça, c'est un profil que nous recherchons pour Haïti. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller en Haïti ?» Voilà, c'était comme ça. Donc, je peux dire qu'il y a de la chance, mais aussi c'est parce que j'avais le profil qu'on recherchait. Mais et quand dès que j'ai commencé à travailler jusqu'à présent, je le fais chaque fois que j'ai la possibilité de le faire, qu'il y a un poste qui est libre quelque part, je partage l'information avec mes compatriotes. Et même quand j'étais aux États-Unis, j'étais connu pour cela, de partager l'information, etc. Mais ce que les Ouest africains, en particulier les Sénégalais, font, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, ils ont mis en place un système qui permet à leurs compatriotes de pénétrer les organisations internationales. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là et j'espère que nous y arriverons un jour pour avoir cette solidarité. Alors, la deuxième question, c'était quoi encore? Je suis désolé. Vous avez dit que vous aviez été à
la francophonie a des sièges et compagnie maintenant. Ah, ok, pour la RDC, ok. Est-ce que la RDC, voilà. Alors, comment ça se passe? Le principe est simple. C'est que vous n'obtenez que ce que vous demandez. Par exemple, moi, je n'étais pas encore à l'OIF à l'époque, mais quand l'OIF a souhaité ouvrir son bureau régional en Afrique centrale, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'appel. Quel est le pays qui souhaiterait accueillir ce bureau? Les Gabons, à l'époque, c'était le président Omar Bongo, les Gabons s'est porté volontaire, dit nous sommes prêts à accueillir le bureau régional de l'OIF. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que l'État s'engage, par exemple, à mettre un bâtiment à la disposition de l'OIF. C'est aussi simple que cela. Voyez. Et moi, j'ai vécu, malheureusement, on n'a pas le temps, mais il y a plein d'anecdotes que je peux vous raconter. On fait des propositions, mais de notre côté, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Ça traduit un manque d'intérêt. Mais le problème, c'est que malheureusement, quand d'autres pays se manifestent, à ce moment-là, on commence à se plaindre. Mais non, on ne peut pas se plaindre si nous-mêmes, nous ne faisons rien. Vous voyez, c'est très, très important. Il faut que nous-mêmes, nous puissions manifester l'intérêt par rapport à certaines situations. C'est très, très, très important. Et puis, il faut que nous puissions remplir nos obligations aussi. Vous savez, heureusement que maintenant, les problèmes sont résolus, nous sommes à jour, mais il y a eu des moments où il y a des périodes où nous étions en retard même pour nos cotisations annuelles. Et pourtant, nos cotisations, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, à l'heure actuelle, c'est que la RDC paye comme cotisation annuelle, c'est même pas 100 000 euros par année. Ok, merci beaucoup, Yves, merci pour la question et merci encore à la réponse, pour la réponse de M. Mabiala. Alors, M. Mabiala, deux petites choses avant de boucler. Comment est-ce que nous vous avons traité? Comment est-ce que vous avez trouvé notre dialogue avec? Nous vous avons bien traité, nous n'avons pas été méchants. D'ailleurs, Patricia ne peut pas être méchante. Yves est toujours souriant. Et moi, je suis un peu ambigu, mais comment est-ce que nous vous avons traité? Non, très sincèrement, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez offerte de dialoguer avec vous et au-delà de votre équipe, avec tous ceux et celles qui sont en ligne. C'est un plaisir pour moi je lis souvent les tweets de Patricia, donc j'étais heureux de l'avoir. Oh, elle doit être contente, hein, Patty. Oh, voilà. Ouais, donc, merci infiniment, Père, pour cette opportunité. Je pense que la conversation s'est très bien passée de mon point de vue. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous aussi. Donc, nous vous avons quand même bien traité. Tout le monde est gentil ici dans le dialogue avec. Il y a une petite curiosité. La question ne vient pas de moi. Moi, je la pose quand même. Et la personne qui ne voulait pas le dire, il veut mettre ça dans ma bouche. Et il va sourire et puis reconnaître ça. On dit c'est vraiment l'authenticité. Vous n'avez pas de prénom. Voilà, je fais seulement arriver la question. Alors, bon, vous savez, je suis de la génération de l'authenticité, effectivement. J'avais un prénom chrétien. Malheureusement, je n'aimais pas mon prénom chrétien. Je n'aimais pas. Vous savez, ça arrive même. Il y a des enfants, quand on dit je n'aime pas beaucoup ce chrétien-là. Et donc, quand cette politique d'authenticité a été lancée, on nous a demandé de laisser tomber ce prénom. Moi, j'étais content. Et comme je n'aimais pas mon prénom chrétien, je n'ai jamais fait aucun effort pour le récupérer. Vous ne l'avez plus récupéré. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, Yves, toi, tu aimes ton prénom, Yves? Je l'adore. Ah, voilà. Patricia, tu aimes ton prénom? Oui, ça va, mais je préfère quand même mon prénom africain. Zaïrois. Voilà, alors merci beaucoup, moi j'adore mon prénom. Et alors, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis. Et je remercie évidemment
Benjamin Babunga pour les rappels historiques. Puis je remercie Yves qui était avec nous. Un grand merci encore une fois à Monsieur Maumba. Il fallait peut-être qu'il nous dise pourquoi c'est Ma là, Maumba, qu'est-ce que ça signifie Non, en fait, non, je peux vous expliquer. En fait, Mabiala, c'est mon nom de famille, le nom de papa, mon papa. Et Umba, c'est le nom de ma grand-mère, qui était chef de famille. Parce que vous savez, chez nous, c'est le matriarcat. Et vraiment, c'était une grande figure de la famille qui a beaucoup marqué notre famille. Et donc, on m'a donné le nom de Mabiala Maumba, signifie littéralement Mabiala, fils de Umba. Ma grand-mère qui s'appelait Lina Umba. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'était riche pour nous de découvrir ce que vous avez fait pour le monde et un peu aussi quand même pour votre pays. Et ce n'est pas encore fini, vous avez encore le temps de beaucoup travailler pour votre pays. Alors, vous serez toujours invité et si vous avez quelque chose à dire, en tout cas, nos portes sont ouvertes. Nous, on ne fait pas payer pour passer chez nous. Et nous sommes toujours très, très gentils. Et Merci. Puis, nous remercions aussi ceux qui nous ont suivis à travers Twitter, à travers Facebook, à travers YouTube, mais aussi à travers Instagram. Alors, demain, vous allez retrouver cette émission pour la rediffusion au début de l'après-midi. Et donc, nous allons nous retrouver pour les prochaines éditions, probablement mardi et aussi vendredi prochain. Alors, un dernier mot, ça sera avec Patricia avant de finir. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Vous m'entendez? Oui, alors je vais faire vraiment juste une petite synthèse pour remercier M. Mabiala. M. Mabiala Maumba, personnalité publique, 67 ans, mais vous ressemblez étrangement à un jeune de 30 ans, très bizarre. Un expert en matière d'éducation, formation et encadrement dans l'éducation, etc. Donc, vraiment, un expert international au service de son pays, la République démocratique du Congo, consultant dans diverses structures internationales et nationales. M. Mabiala a joué un grand rôle dans l'organisation en amont des Jeux de la francophonie. Et dans l'exercice de vos fonctions aussi, vous avez effectué de nombreux voyages et vous avez fréquenté plusieurs pays, plusieurs cultures qui vont pouvoir nous enrichir et vous nous avez enrichis aujourd'hui. En tout cas, votre expérience locale et internationale nous ont beaucoup enrichis. Nous vous remercions pour tout ça. Nous espérons vraiment, surtout, sincèrement, moi, après vous avoir écouté, surtout moi, j'espère que vous ne prendrez pas votre retraite d'aussitôt et que vous pourrez continuer à produire de l'intelligence à travers vos articles, à travers des livres, à travers des formations, surtout pour sortir les Congolais, aider beaucoup les Congolais parce que nous sommes tellement nombreux, des millions, et des personnages comme vous, il n'y en a pas beaucoup au Congo, et il faut le reconnaître. Donc, merci infiniment d'avoir généreusement accepté de partager votre expérience avec nous, et j'espère qu'on se parlera très bientôt. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, Padre. Alors, un mot peut-être de Patricia par rapport à ce qui est arrivé à une jeune Congolaise. Ah oui, je voulais aussi parler rapidement, en tout cas, de la part de l'équipe du dialogue avec. Je pense que nous avons tous suivi le drame qui s'est passé de la jeune Alexandra Martine Lumbaya, jeune de 21 ans, qui a été retrouvée morte au Canada. Et vraiment, je voulais présenter nos condoléances à sa famille et aussi à tout le pays, parce que c'est tout le pays qui a été touché par cet événement tragique. Merci beaucoup et j'espère vous revoir très bientôt. Voilà, merci Patricia aussi pour ces mots, surtout ces messages de condoléances pour la disparition donc,
disons, la mort de la jeune fille congolaise au Canada. Nous pensons aussi à toutes ces victimes de différents accidents en République démocratique du Congo, dans le naufrage sur le lac Kivu, près de Goma, et même aussi ailleurs sur le Maïndombe et différentes autres victimes. En tout cas, toute notre sympathie et proximité avec eux. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, et aussi une bonne continuité de la journée pour les autres. Et alors, ça sera avec même plaisir pour la prochaine occasion. Au revoir.